Eh bien, je m'appelle Bernard Remeau, je suis éditeur et journaliste. Éditeur depuis 1979, avec un premier ouvrage qui a été une bouteille jetée à la mer, et puis une aventure ensuite qui a suivi. Et journaliste depuis un peu plus longtemps, 1974, journaliste à Mulhouse, à l'Alsace, et ensuite aux dernières nouvelles d'Alsace. Donc voilà mon itinéraire, et j'ai comme responsabilité la direction des éditions La Nuée Bleue. J'ai eu pendant 20 ans la rédaction en chef du magazine, revue magazine des Saisons d'Alsace. Et par ailleurs, outre un certain nombre de responsabilités associatives, je préside depuis l'année dernière l'Académie d'Alsace des sciences, lettres et arts, une vieille institution qui représente un peu les différents métiers, créations artistiques et scientifiques dans la région. Il y avait ce sentiment d'une Alsace rétive à l'égard de l'Allemagne, c'est comme ça qu'on le percevait. On peut l'expliquer après quand on fait des études et des analyses de ce que c'est, pourquoi, qu'est-ce que ça veut dire. Mais en tout cas, ça a été un grand étonnement de la part de mes parents de m'envoyer en Allemagne. Et je me souviens bien d'un grand responsable bancaire alsacien qui a fait l'ENA, un énarque d'origine alsacienne, qui a fait l'ENA à Paris, qui me racontait un jour, la première fois que j'ai mis les pieds en Allemagne, c'était une famille de bourgeois mulhousiens, donc très patriotes comme ça, et la première fois que j'ai mis les pieds en Allemagne, c'était avec ma promotion de l'ENA, on a fait un voyage en Allemagne. Mais avant, on avait interdiction, on n'allait pas en Allemagne dans ma famille. Les Alsaciens étaient 100% de souche. Et développant un discours particulièrement délirant, quoi, d'une famille, on va dire, bourgeoise, normale, mulhousienne. Et donc il y avait ce phénomène-là, et qui m'a beaucoup aidé après dans des tentatives, dans mes responsabilités éditoriales, et notamment dans la revue Les Saisons d'Alsace, pour essayer de comprendre, de relativiser, mais aussi de donner la dimension humaine, tragique, dramatique, dramaturgique de ces situations. Et c'est d'ailleurs pas neutre de constater, et je parle devant un écrivain, un dramaturge, de constater la relative faiblesse pendant toutes ces années-là d'une parole autre que du témoignage ou du silence. Et un témoignage souvent assez lisse, nos souffrances, etc., ou le silence, quoi, qui est généralement, moi je me souviens d'avoir avoir eu des enfants malgré nous comme amis, personne n'en parlait. J'ai découvert ça bien après. Et donc ce silence ou un discours un peu justificatif, malheureux, victime, etc., moi je trouve sont peu productifs en termes d'imaginaire. Et je me souviens aussi avec Francis Buev, on avait été voir Pierre Schoendorfer, le cinéaste. Et c'était l'époque où Jean Hegen venait de faire son bouquin Les Tilleuls de Lautenbach, qui était une des premières paroles qui a un peu libéré ces imaginaires. Et c'était dans les années 80, milieu des années 80, je pense. Et Pierre Schoendorfer, qu'on avait été voir à Paris pour lui dire, vous ne pourriez pas faire un livre où vous mettriez un peu en scène l'Alsace, les malgré nous. Et il nous a dit, c'est un sujet impossible. Je ne peux pas le faire. Alors qu'on sait qu'il adore les films, il a fait des magnifiques films de guerre, ou donc présentant des figures de soldats, c'est même de soldats perdus, victimes, vaincus. Et il a dit, c'est un sujet impossible, je n'arrive pas à donner une figure de héros dans ces histoires-là. Et donc il avait botté en touche, peut-être aussi par prudence, il sait que c'est des sujets casse-gueule. Et ça m'avait beaucoup frappé aussi, ça. Et donc cette faible prise de parole d'intellectuels, d'écrivains, dramaturges, sur la situation, les ambiguïtés, les silences, les malheurs, alors qu'on voit ça dans toutes les pièces. On peut voir de l'Irlande à la Russie, de l'Espagne à la Suède. Il y a du théâtre comme ça. En Alsace, il y en a moins. Il y a eu l'Ami Rose de René Henny, par exemple, au TNS. Michel, tu as aussi fait tes contributions. Mais on est sur, globalement, un silence d'une parole qui nourrit des imaginaires, et même s'ils sont douloureux, mais pour les dépasser, les intégrer, les digérer. Et alors que par contre, on est envahi de paroles, soit de silence, soit de paroles. Et donc ça crée soit de paroles qui sont très convenues souvent. Et alors moi je me souviens, il y a 20 ans, peut-être, ou 15 ans, je ne sais plus, à la librairie Kléber, on avait fait un numéro des Saisons d'Alsace sur les malgré nous, ces sujets-là, quoi.
Et puis, il y avait un gars qui était là, un viticulteur alsacien, qui a levé la parole, qui a pris la parole, s'est levé, ça, il y a beaucoup de monde, et il a dit voilà, je vais vous raconter une histoire. Je reviens d'Ukraine, où j'ai créé, c'était un membre du Rotary Club, j'ai relancé les Rotary Club, c'était après la chute du mur. Ouais. Donc ça devait être début des années 90. Et j'ai recréé les Rotary Club, on est une délégation là-bas, et j'ai tenu à aller dans un village où j'avais des souvenirs. Les souvenirs, j'ai été l'auteur, involontaire, obligé, malgré lui, d'un oradour ukrainien. Et il a commencé à raconter ça, il a éclaté en sanglots, et il dit c'est la première fois que j'en parle. Et alors malheureusement, ça n'a pas été filmé, hein, et je le vois assez régulièrement, ce monsieur, il en parle. Et donc, on sentait soudainement quelque chose d'extraordinaire. Et là, on est dans de la dramaturgie puissante. On se dit bien que ce gars, il ne voulait pas tuer ces braves paysans, paysannes, enfants, et le bétail aussi, parce qu'il fallait manger. Et il ne voulait pas le faire. Ils l'ont fait, il y a des ordres, il y avait la peur que les partisans le flinguent, tout ça, ok. Mais soudainement, il y a cette parole qui est sortie. Moi, je trouve ça extraordinaire. Et au fond, ce que je trouve aujourd'hui dommage dans le discours alsacien, ou un certain discours alsacien envahissant et pour moi très démagogique, c'est toujours ce discours de la plainte, toujours le discours de l'incompréhension, toujours le discours du ressentiment, c'est toujours la faute, c'est Paris, c'est les Allemands, enfin c'est jamais nous. Et même quand on a fait des choses contre notre gré, on ne sait pas en parler, ou on a du mal à transformer cela en quelque chose qui aide à dépasser, pour eux, mais aussi pour les générations qui viennent. Il ne s'agit pas d'être pris en otage pendant combien de décennies encore par ça, quoi, sans qu'on sache donner les mots qu'il convient. Quand on voit des pays qui ont souffert, moi j'étais très marqué j'ai beaucoup rencontré l'écrivain Claudio Magris, quand il a fait son voyage littéraire des sources du Danube dans la forêt noire jusqu'à l'embouchure en mer Noire. Quand on voit les souffrances de tous ces peuples au fil des siècles, du XXe siècle notamment, quand on voit qu'est-ce que sont que les souffrances alsaciennes. Et pour le dire de manière un peu provocatrice, en 1870, l'Alsace se retrouve du côté des vainqueurs, choyé, il n'y a qu'à voir la Neustadt ici, le quartier où on est. En 1918, se retrouve du côté des vainqueurs. En 1940, qu'on le veuille ou non, elle se retrouve du côté des vainqueurs. Et les paysans voient des vaches arriver des campagnes françaises, on leur amène par train des vaches. Et en 1945, évidemment, à nouveau du côté des vainqueurs. Et donc cette espèce de dualité étrange, d'être au fond du bon côté du manche, malgré les souffrances, je trouve qu'il y a un potentiel dramaturgique extraordinaire, mais qui n'est pas si peu utilisé. Qu'est-ce que c'est que ces gens qui ont eu la chance, malgré des souffrances, des douleurs, etc., d'être quand même, il valait mieux être allemand en 71 que, etc., en Lorraine voisine, il valait mieux être français en 1918 que dans l'Allemagne qui était au bord de la guerre civile et du chaos de la famine, etc. Donc on est là dans quelque chose où je trouve qu'il y a peu de paroles. Et alors, c'est peut-être faire son autocritique d'éditeur, de journaliste, de responsable de revue, de ne pas avoir su peut-être davantage susciter cela. Et du coup, mon constat, c'est que ce questionnement, cette prise en charge de l'identité alsacienne se fasse dans une relative indifférence des nouvelles générations. Et le petit bouquin que j'ai publié, Où va l'Alsace, on voit deux élus sur un mammouth qui est tiré sur un chariot à contresens par la population d'aujourd'hui, des bonnes têtes de gens de tous les jours, quoi. Et donc je crains qu'on ait, au niveau d'une certaine partie de la classe politique, et des plus bruyants d'un certain nombre de mouvements revendicatifs qui ressassent les discours de l'entre-deux-guerres et d'avant, je crains qu'on ait là quelque chose qui exclut, c'est-à-dire l'Alsace n'intéresse plus, l'Alsace c'est pas pour moi. Moi je suis très frappé, j'ai démarré mes jobs d'édition et de journaliste de revue, je ne parle pas du journaliste de terrain local, mais donc dans fin des années 80, à l'époque, l'université strasbourgeoise avait des spécialistes sur les questions alsaciennes, en économie. On étudiait l'économie alsacienne, les échanges, les transports, etc., avec des branches d'études sur les particularités de l'économie alsacienne. On en avait en histoire, et de très talentueux, prenant la génération des Val, Bischoff, etc., Richet et compagnie. On en avait en sociologie, Freddy Raphaël
à la suite de Julien Freund. Moi, j'ai commencé ma thèse de sociologie avec Julien Freund, et j'ai arrêté pour les plaisirs du journalisme et local. Et là, j'avais l'impression de faire de la sociologie de terrain. Mais Julien Freund, qui est un collaborateur régulier des Saisons d'Alsace, qui avait fait un texte extraordinaire, que je photocopie souvent, un éloge de la choucroute, montrant comment la choucroute et les différentes sortes de choucroute, on est dans le débat sur l'Alsace aujourd'hui, comment les différentes manières de faire la choucroute disent l'Alsace. Ça, je trouve ça génial. Et donc, il y avait Julien Freund, Freddy Raphael ensuite, il y a eu une passion alsacienne intelligente, parce que confronté à d'autres savoirs, c'est l'époque où il y avait Abraham Moll, donc un Abraham Moll et un Julien Freund, un Freddy Raphael, ça donnait quand même quelque chose, quoi. Maintenant, on a des petits bouts de spécialistes avec des étudiants qui n'ont peut-être pas pu trouver autre chose, mais il n'y a plus cette fécondation. L'université était à l'époque vraiment un laboratoire de questionnement alsacien. Le théâtre, quand on voit l'implication du théâtre, et notamment le TNS dans les grandes époques, dans le lien avec la région, et pas seulement pour trouver un éclairagiste ou je ne sais pas quoi, un accessoiriste, mais pour irriguer leur programmation de problématiques alsaciennes. Parce qu'aujourd'hui, on se gargarise, on fait du cinéma en Alsace, du théâtre en Alsace, mais attends, c'est pour faire travailler des techniciens, et c'est très bien, et il est faux, mais où en est la création qui donne du sens, quoi, à cette région. Il y avait aussi à l'époque une dynamique économique branchée sur les questions de l'Alsace. Il y avait de grands patrons qui avaient des choses à dire. Quand on se rappelle René Urich, qui était le patron de la Chambre de commerce de Strasbourg, quand on rappelle Étienne Juillard, le géographe économiste, et quand on se rappelle des grands chefs d'entreprise, jusqu'à très récemment, on avait des figures engagées qui disaient des choses sur l'Alsace, qui donnaient du sens, qui mettaient des garde-fous. Aujourd'hui, très sincèrement, un grand chef d'entreprise alsacien, on a des bons chefs de PME dynamiques, formidables, mais de grandes figures comme ça qui peuvent représenter quelque chose, on est quand même très démunis. Et donc tout ça, cette désertion progressive, je pense, est le résultat d'un découragement de ces milieux-là par rapport à cette montée en puissance progressive d'un esprit revendicatif tellement absurde, que c'est décourageant, quoi. Et aujourd'hui, des grandes figures alsaciennes qui ont une part active, créative, au débat régional et pas signer une pétition, non, Paris n'est pas gentil, on veut un seul département, ou je ne sais pas quoi. Non, ça n'a pas de sens. Mais en quoi on s'engage concrètement pour que la désindustrialisation alsacienne soit analysée, éventuellement reprise, en quoi les changements, les évolutions du travail frontalier, avec une Allemagne qui, avec l'accueil de l'Allemagne de l'Est et l'accueil des migrants, a plus la même approche qu'avant par rapport aux frontaliers, et la Suisse, qui est en plein dynamique économique, financière et autres, mais qui impose des règles assez dures, assez difficiles, psychologiquement souvent assez difficiles, pour les travailleurs frontaliers. Et donc on est là sur un manque de clés de compréhension de l'Alsace aujourd'hui, sans parler des mutations sociologiques dont personne ne parle ici. L'islam, qui est bientôt la première religion pratiquée, qui est peut-être même déjà la première religion pratiquée en Alsace. Qui est-ce qui étudie ça? Qui est-ce que la communauté tchétchène de Strasbourg est la plus importante de France? On l'évalue à plusieurs milliers, avec des faits divers ahurissants de western, quoi, dans Strasbourg, dont personne ne parle, sauf quand il y a un mort, quoi. Et encore, on n'analyse pas. Qu'est-ce qui se passe à Strasbourg, dans ces quartiers? Mais qui en parle? Qui étudie ça? On a des sociologues, on a des journalistes, on a des dramaturges, non, il n'y a personne. Et ça, je trouve que du coup, le brave Alsacien moyen, et c'est pas du tout péjoratif, au contraire, avec son bon sens, il se dit mais qu'est-ce qu'on me dit sur mon Alsace? En quoi ça me parle? En quoi d'avoir un département au lieu de deux, où toi je te donne le tourisme, toi je te donne je sais même pas trop quoi, et on serait parti, qui aura les voitures de fonction, on sera président à tour de rôle. Ah oui, mais où on va mettre le siège? Ah non, Strasbourg quand même, et Colmar, bah oui, Colmar aimerait, et Mulhouse s'est pointé du doigt, à lever le doigt aussi, et moi j'aime bien Mulhouse parce que c'est la seule ville qui a jamais été capitale de quoi que ce soit, et du coup ça donne un esprit assez libre, moins institutionnel, la cour, enfin les présidents, leur cour, etc. Et c'est une ville qui s'est toujours positionnée entre Colmar, Strasbourg moins, mais Colmar, Bâle et Belfort, quoi. C'était vraiment au cœur d'un triangle, et je trouve que c'était une belle dynamique aussi là. Et alors que les cohérences alsaciennes, elles existent dans un certain nombre de sujets, évidemment. Mais pour avoir siégé pendant 6 ans au Conseil économique et social d'Alsace,
où je représentais le monde associatif culturel, moi j'ai été étonné, charmé, parce que ce sont des personnes formidables. J'ai fait de très très belles rencontres, des gens extraordinaires, mais le premier point sur tous les sujets qu'on aborde, c'est quoi? C'est dans quel secteur? Est-ce que c'est Haut-Rhin? Est-ce que c'est Bas-Rhin? Ça aide qui? Ça fait quoi entre chambre de métier, chambre d'agriculture? Là, j'ai vu des lobbies puissants. Chambre de métier et chambre d'agriculture, c'est les deux principaux lobbies en Alsace, alors que les populations représentées sont très faibles. Et pourquoi pas? Ils ont des vrais intérêts, des belles professions à défendre. Mais on voit que là, l'idée d'un leadership, l'idée d'un consensus tiré vers quelque chose de fort, est très difficile à trouver. Toujours au prix de compromis qui sont un peu au ras des pâquerettes. Le coup Handel dont parlait le frère Médard, dont j'ai publié les mémoires, c'est un grand bonheur. Il avait une grande liberté de parole. Et donc ça, c'était vraiment des moments, ce sont des moments quand on est face à ces discussions-là, on se dit, mais il n'y a personne qui est capable de dire, bon, maintenant on se calme, on essaie de réfléchir à un intérêt général. C'est très difficile, et parce que l'Alsace a toujours été une mosaïque. Et l'histoire le démontre, c'est la décapole, c'est 10 villes qui négocient une alliance chez le notaire, ou l'équivalent du notaire. Tu fais ça, je mets 20 soldats, oui, moi je veux avoir l'accès libre pour vendre mes grains là, etc. Donc voilà, ça a été un pacte défensif. Il n'y avait pas de désir d'Alsace à l'époque, hein, pour reprendre une formule qu'on utilise beaucoup d'aujourd'hui. C'était des intérêts légitimes de petites villes qui voulaient défendre leur liberté en s'alliant avec d'autres. Et de voir qu'est-ce qu'il faut voir qu'est-ce qu'il faut discuter avec le pouvoir impérial. Attention, le royaume de France arrive, comment est-ce qu'on gère un peu tout ça? Donc voilà un peu cette mosaïque alsacienne que moi je trouve formidable. L'Alsace devrait jouer justement sur ces diversités et non pas de chercher un impossible tronc commun. Il est en tout cas il serait à mon avis extrêmement minimum à trouver. Alors qu'au contraire, la force de l'Alsace, et on le voit dans les nouvelles générations aujourd'hui, c'est les talents individuels qui ont leur histoire personnelle et qui sont connectés d'une manière très personnelle à l'Alsace et au reste du monde. Je ne veux pas dire accessoirement, mais aussi, quoi. L'Alsace n'est pas une île qui pourrait vivre en autarcie, et parfois entendre certains, on pourrait le croire. Cette phobie aujourd'hui du Lorrain et du Champenois, enfin, paraît ahurissante. Outre qu'elle est blessante, elle est absurde. Il y a d'évidentes cohérences sur un axe est-ouest, et même s'il y a d'autres axes qui existent, même si d'autres configurations auraient été possibles. Bon, je ne suis pas un défenseur du Grand Est, mais enfin, il est là, et on peut faire avec. Hein. Mais ça, c'est une question de volonté des individus. Et j'ai l'impression qu'une certaine solution de facilité, comme trop souvent, c'est la faute à Paris, on nous a fait sur un coin de table, selon la fameuse formule, on a redessiné la carte, etc. Alors qu'on sait bien que l'Alsace est trop petite. On l'a souvent dit dans les années 80, les grands chefs d'entreprise, les grands économistes, qu'est-ce que pèse l'Alsace par rapport au Bade-Württemberg? Bon, alors on peut demander l'annexion au Bade-Württemberg, mais je crois que même eux n'en voudraient pas. Donc si cette hypothèse n'est pas jouable, qu'est-ce qu'on fait quoi? On se rallie avec des régions proches, françaises, qui ont les mêmes problématiques. Les Ardennes, c'est frontalier, la Lorraine, c'est frontalier, en Champagne, on fait du vin, enfin, etc. On peut trouver des points communs, on peut développer des partenariats, voilà, des pragmatismes, quoi. Or là, on fait de l'idéologie, et au fond, je n'y arrive pas bien pour en discuter. Je connais bien tous les opérateurs, j'ai de bonnes relations avec tout le monde. J'ai du mal à comprendre, à part une sorte de vieille frustration. J'aurais tendance à ajouter quelque chose, et je me souviens bien de moments avec le président Roudloff, qui pointait déjà le risque de voir émerger des mouvements identitaires auxquels on donne un statut de population civile maintenant. Quand on dit la population civile n'est pas représentée, alors c'est quoi? C'est 4 associations, ou 5, ou 6, ou 10, peu importe au fond, puisque c'est les mêmes qui sont membres de l'une et de l'autre, qui développent le même discours. Alors quand ce n'est pas les parents d'élèves de l'éducation bilingue, c'est ceux qui vont promouvoir un certain type de dialecte, ceux qui vont faire de la reconnaissance de culture. Enfin bon, on est sur des associations très nombreuses, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais l'analyse serait intéressante à faire. Là aussi, un sociologue. C'est quoi ces mouvements alsaciens, ces mouvements de militants? C'est qui? On regarde qui est le président de l'un, le secrétaire général de l'autre, etc. Et donc on s'aperçoit qu'il y a un véritable lobbying qui s'est fait, un peu comme les trotskistes d'ailleurs dans les années 60, 70, 80, qui ont infiltré complètement les syndicats et le Parti socialiste. Et là, il y a eu un phénomène d'entrisme qui s'est fait, et je sais qu'un certain nombre d'élus régionaux importants, récents, du temps de la région Alsace, se sont choqués de voir le place qui était donné à un certain nombre de conseillers
qui étaient les plus farouches régionalistes à l'ancienne, j'ai envie de dire, au fond des autonomistes comme on les a connus dans l'entre-deux-guerres. Et on leur a donné un statut, la presse a suivi comme souvent. Et là, aujourd'hui, il n'y a qu'à lire la presse régionale en ce moment. Enfin, on a l'impression qu'il n'y en a que pour eux. Il y a un drapeau sur la cathédrale de Strasbourg, c'est l'événement du siècle, le jour du 11 novembre, quand même. C'est hallucinant, quoi. Où on fête des morts pour ces guerres, quoi. On est là avec un drapeau d'autonomie. Enfin, qu'est-ce que ça veut dire? Et là, on a là une espèce de complaisance devant ce genre d'événement que moi je trouve dangereuse déjà par les idéologies qu'elle véhicule, mais dangereuse aussi pour l'Alsace, pour l'idée de l'Alsace, parce que ça écarte les gens de bon sens. Qu'est-ce que c'est que tout ça? Et pour circuler quand même dans beaucoup de milieux, c'est l'avantage de ce métier. Moi, je suis très très frappé de voir, d'entendre ces paroles aujourd'hui, de réticence, de gêne, de dire moi je ne suis pas d'accord avec tout ça, mais à quoi ça rime? Qu'est-ce que c'est que ce mamaillage entre élus qui sont là à se répartir des postes pour des compétences au demeurant très ténues et très floues? Et donc là, on est, je pense, sur un risque que l'Alsace devienne une espèce de chasse gardée, de plus en plus revendicative, de plus en plus aigrie, de dernière personne qui pense incarner une Alsace éternelle qui n'a jamais existé. L'Alsace n'a jamais existé. Le seul moment où il y a une unité administrative, c'est sous l'ancien régime français. C'est quand l'Alsace arrive en France. Et encore, Mulhouse n'est venu que pendant la Révolution française. Et il y a eu le Conseil souverain d'Alsace, qui était la première assemblée régionale et la seule, jusque les lois de décentralisation dans les années 80. Et on était là dans quelque chose qui existait. L'Alsace existait, il n'y a qu'à voir les cartes de géographie. Mais il n'y avait pas cette idée, ce fantasme, et pour moi cette impossibilité, à tout point de vue technique, mais aussi intellectuel, de vouloir réduire, résumer, et de vouloir mettre tout le monde sur une même perception. Alors que la richesse, c'est justement ces frictions, ces conflits, c'est entre les catholiques, les protestants, les juifs. On pourrait rajouter l'islam aujourd'hui. On dit l'Alsace, terre de concorde des religions. Mais enfin, c'est en partie une grande fumisterie. Le dernier pogrom en Europe occidentale, c'est 1848, d'Urmenach, dans le Sundgau, 75 maisons juives brûlées. Alors on peut étudier ça par la sociologie. D'ailleurs, les juifs, les historiens sociologues juifs s'y mettent. C'est très intéressant de comprendre pourquoi il y a eu ce pogrom, sans justifier quoi que ce soit. Et donc c'est le dernier pogrom en Europe occidentale, enfin d'Europe, Allemagne exclue, évidemment, en France principalement, bien sûr. Et donc là, ça a lieu en Alsace. Les conflits entre catholiques et protestants, tout le monde les connaît dans nos générations. L'historien Alfred Wahl a fait un bouquin qui s'appelle Petite haine ordinaire, où il a analysé, par rapport de la préfecture, les conflits qui existaient dans les écoles, parce que dans un village quasiment 100% protestant, on nommait un instituteur, une institutrice catholique, ou inversement. Et on sait les petites frictions dans les villages, les protestants ou les catholiques qui sortent le fumier le jour où il y a une fête religieuse catholique ou protestante. Tout ça existait, tout ça est plutôt pittoresque. Il y a aussi l'ami Fritz qui montre que, en gros, les choses pouvaient se passer bien. La personne sympathique du juif du village, tout ça existait aussi, bien sûr. Mais globalement, c'est quand même, les gens s'affirment par des micro-identités. Je suis sundgovien catholique, je suis protestant de l'Outre-Forêt, c'est pas pareil, c'est pas pareil. Alors, les points communs, il y en a. C'est même pas le dialecte, ils ne parlent pas le même dialecte pour ces deux catégories-là. Alors, c'est quoi? C'est assez fin, c'est diffus, c'est intéressant, ça existe. Et je pense que l'intérêt aujourd'hui serait de multiplier la révolution des sans-fleurs, ou je ne sais plus comment ça s'appelait, d'avoir tout ça, une éclosion, plutôt que de tendre à cette recherche pour moi absurde et dangereuse d'un dénominateur commun que je ne vois pas émerger facilement, sauf à coup de compromis, mais qui vont... Le dégagisme électoral, ça existe aujourd'hui. Et on a vu le référendum de 2013, il y a une méfiance. Alors après, on dit comme toujours, comme après le référendum sur Maastricht, les gens, on leur a pas assez expliqué. Alors, ils sont victimes de peur et de machin, mais là, il y a quand même du bon sens. Et derrière ce truc, attention, on ne sait pas trop où ça va, cette histoire de fusion régionale. On ne nous a pas donné toutes les clés. Au fond, c'est un arrangement entre politiques. Bon, on ne va pas les voter, ou on va voter prudemment oui, ou résolument non, quoi. Et c'est ce qui s'est passé, et moi je trouve assez étonnant, comme pour Maastricht d'ailleurs, je le dis, qu'après un référendum,
on fait un arrangement entre les élus et l'État. Il faut savoir s'ils savent vraiment ce qu'ils n'ont qu'à le faire avant. Donc ils avaient besoin d'une légitimité qu'ils n'ont pas eue. Mais donc on fait un arrangement entre élus et État, quoi. Et comme après Maastricht, et je trouve ça extrêmement, d'un point de vue démocratique, je trouve ça extrêmement scandaleux et contribuant à cette méfiance par rapport à la démocratie et contribuant à cet horrible mot de populisme et qui va, à mon avis, croître si on continue à faire des politiques comme ça, quoi. Et plutôt que de diaboliser les électeurs, il vaut mieux se poser des questions sur le fonctionnement des institutions, sur le fonctionnement des élus qui ont été légitimement choisis, mais à qui on peut demander des comptes, et sur la manière dont ces opérations se font, sur quel mandat des populations ils l'ont eu. Est-ce que c'était dans leur programme quand ils ont été élus pour les postes qu'ils occupent maintenant? Et voilà, ça, c'est des questions. Et je pense que, du coup, on aurait à revoir un peu ces fonctionnements-là. On n'est pas en Suisse, où tout s'arrange. J'étais en Suisse il y a 3 semaines, où ils sortaient encore un micro-référendum à Moutier, qui est une ville qui appartient au canton de Berne, mais qui est jurassienne. Donc ils sont majorité francophone, ils font partie du canton du Jura, dont une partie s'était séparée. C'était là-dessus que j'ai fait ma thèse, d'ailleurs, avec Julien Freund. Ça a fait commencer. C'était sur l'autonomisme jurassien. Ça m'intéressait de comprendre ce qui se passait par là et de comparer justement avec l'Alsace. Et donc là, il y a un petit référendum, et la population dit oui, on veut rejoindre le canton francophone du Jura et quitter le canton germanophone de Berne, mais le Conseil fédéral, etc., a dit non, donc manif dans les rues. J'étais à ce moment-là, par hasard d'ailleurs, mais c'est étonnant de voir comment en Suisse, on a l'art du compromis, de la bagarre au long cours, parce que les questions jurassiennes ont démarré après la Deuxième Guerre mondiale, enfin elles ont démarré après le traité de Vienne, quand le Jura était rattaché au canton de Berne, mais ça a eu vraiment le combat militant, etc. Donc on voit comment progressivement les institutions suisses changent. Mais c'est une autre culture. En France, on n'est pas comme ça. La Constitution de 58 a été changée comme 15 fois depuis 58. Avec chaque fois, on change un détail, les 5 ans au lieu des 7 ans, enfin bon, tout ça. On n'a pas cette... et puis on change tout le temps. Les Suisses font les choses lentement, et ensuite ils s'y tiennent, quoi. Et là, on n'a pas cette... on va trop vite sur ces réflexions. Il faudrait prendre son temps, voir tous les paramètres, et notamment celui de notre image. L'image de l'Alsace ne sort pas grandie de cette guéguerre avec ses voisins lorrains et champenois-ardennais, ne sort pas grandi. C'est pas correct, les discours qu'on entend. Donc je pense que sur ces questions-là, du pragmatisme, de la durée, bon, mais quels élus aujourd'hui on peut avoir le sens de la durée? Et donc autrement dit, tout ce qui est fait, à mes yeux, est de nature à diminuer une certaine image positive de l'Alsace, terre évidemment riche, belle, pleine d'histoire, enfin, voilà, toutes ces belles images que tout le monde a en France. Elle est de nature à nuire, hein, et elle est de nature aussi en Alsace à aller avoir l'effet inverse de ce qui est souhaité. Au lieu de créer un consensus, elle risque de créer des dissensus, ou en tout cas des détachements, du désintérêt, ce qui est complètement, contradictoire avec les objectifs affichés. Enfin voilà, ce que je pouvais dire déjà à ce stade-là, en partant de la définition de mon nom et de mon métier.